Bonjour à tous. En politique et en vérité, nous remontons le temps depuis lundi dernier et merci d'être avec nous pour cette remontée-là du temps. Nous sommes le 25 février 2020. Dans l'histoire, il y a 30 ans, ce fut un jour décisif pour les délégués à la conférence des forces vives de la nation. Une question restée depuis le début des travaux, question donc transversale à la fois aux idées, aux tendances et même aux sensibilités va ressurgir bien évidemment. Il s'agit de la question de la souveraineté de la conférence. On va l'aborder déjà avec notre consultant qui est installé ou debout, Agapiste Napoléon Maforikan. Bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos téléspectateurs. Le périple se poursuit aujourd'hui bien évidemment. C'est cette question sensible de la souveraineté et sa nature. On va l'aborder, mais hier, on a abordé avec vous cette ambiance de peur, panique. Comment est-ce que cela s'est achevé et quel impact cela a eu pour la suite des travaux? On l'aborde un tout petit peu. Écoutez, cette ambiance de peur n'a pas fait du bien à la conférence. À la suite des travaux, mais ça a failli même mettre fin. Ça a failli achever plus tôt. La conférence, ça a failli mettre fin plus tôt à la conférence. Et le président Batoko a parlé d'une séquence. Certains participants parlaient de la même séquence, surtout les membres du bureau. La séquence où il était question, et on a écouté un officier, un soldat, qui a par coup, qui nous a dit qu'eux, en tout cas, ils étaient prêts à passer aux actes si le général donnait l'assaut. Le problème était que le coup est resté ferme sur une de ces dynamiques, enfin sur une logique, c'est-à-dire ne me parlez pas de démission. On peut tout faire. La conférence n'a pas été convoquée pour que vous transformiez en état généraux. Ben, la tournure que prennent les débats, surtout que les anciens présidents de la République, qui étaient les garants un peu de la tranquillité, de la passive, de la part qui était un peu une caution de conscience, de la tranquillité et de la célérité peut-être des travaux. Eux-mêmes sont passés pratiquement à table avec cette déclaration sur de prétendus pushs qui provenaient de la Libye. Donc, mais en réalité, cette séquence a donné lieu plutôt à une réflexion sur un sujet qui était déjà d'actualité au départ, la souveraineté de la conférence. Est-ce qu'il fallait continuer de laisser les choses dans les mains du régime, même si c'est Mathieu Kérékou qui donne des garanties? Quelle caution apporter aux déclarations verbales du président Kérékou, soit-il militaire, chat échaudé par rapport à la conférence des cadres de 79 ne méritait-il pas d'être beaucoup plus vigilant? Il faut dire quand même que la conférence des cadres de 79 n'était pas organisée. C'était une conférence effectivement organisée pour faire un peu le point, un peu de l'orientation du système, de son évolution et peut-être des perspectives. Ces conclusions ne vont plus au régime qui les a tranquillement et royalement rangés. Les contextes alors ne sont pas les mêmes. Les contextes étaient presque... En fait, en 79, le contexte était meilleur. C'était un temps où le régime avait encore l'occasion de se réajuster au niveau mondial comme au niveau national. Ça lui aurait permis donc d'anticiper sur la banqueroute et peut-être de commencer à fléchir un peu comme à la perestroïka, donc de dévancer la perestroïka et la glasnost. Le régime n'a pas pu le faire. Maître Robert de Souan en a suffisamment parlé, et d'autres aussi. Donc, les antécédents liés à ce moment-là ont joué énormément sur la méfiance des participants. Et je pense qu'il y a eu une intervention intéressante de Maître Hélène Aroulou-Keke à l'époque, j'espère qu'on se souviendra de la partie, où elle expliquait que fondamentalement, la Constitution du 26 août 1977, bien que
matériellement en place, opérationnellement ne pourrait plus tenir. Or, à partir du moment où cette question est soulevée, et que le président Mathieu Kérékou lui-même a dit, nous devons sortir d'ici avec une charte d'union nationale qui servira de base à l'élaboration d'une nouvelle constitution, tout le monde est d'avis que la constitution du 26 août 77 était inopérante. Première chose, donc cette constitution ne pouvait plus agir. Donc les institutions qui en découlent ne pourraient plus aussi durer de toute façon. Même si elles existent du point de vue légitime, on pourrait encore, là encore, c'est adduit, on venait de quitter des élections. Donc on peut présumer qu'elles étaient légitimes. On peut présumer qu'elles étaient légitimes. Mais il est évident que la nouvelle donne politique et le fait de donner caution à 500 personnes, de décider au nom du peuple, changer la donne, même de la légitimité. Puisque ces 500 personnes à qui on a conféré des pouvoirs, notamment de sortie de crise, pouvaient se transformer en états généraux, pouvaient se croire, pouvaient s'estimer les représentants du peuple, légitimes du peuple, dans une assemblée constituante, dans des états généraux de la nation. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, à partir du moment où on a frôlé le pire, à partir du moment où on a failli arrêter la conférence, et les bruits ont quand même circulé un peu, à partir du moment où Kérékou devient de plus en plus nerveux, puisqu'il voit que ça commençait pas à lui échapper, malgré les assurances du prélat, de Souza, qui a gardé un contact constant avec lui. Il était nécessaire pour les conférences, et notamment pour les avant-gardistes de la conférence, parce que comme je vous ai dit, il y avait des grands groupes. Il était dupe. Les gens avaient bien affûté leurs armes avant d'y être. Donc, pour les avant-gardistes, l'occasion était favorable pour passer à une autre étape donc, du processus. Donc voilà un peu, samedi 24, les jeux se sont poursuivis dans les coulisses. Même après la conférence. Surtout après la conférence. Les gens étaient censés travailler au niveau des 3 commissions qui avaient été mises en place. La commission des affaires économiques, la commission des affaires constitutionnelles et la commission de l'éducation. C'était ces commissions qui devraient actionner, travailler pour qu'on puisse déboucher sur un certain nombre de postulats de sortie de crise. Mais subitement le dimanche, alors que le dimanche 25 février 1990, dimanche où normalement tout le monde va aux occupations religieuses peut-être, ou au calme, la grasse matinée, ou au sport de maintien, et le président convoque une plénière spéciale. Et là, vraiment, en termes de spécial, elle le fut, parce qu'elle va changer le cours de la conférence. Alors, ça voudra dire finalement que c'est le présidium qui fait le jeu, parce que ce n'est pas une pression des délégués. Mais vous ne pouvez pas isoler le présidium des délégués. Je vous ai dit qu'il y a des avant-gardistes. Ne pensez pas que tout se joue en plénière. Pour ces gens de rencontres, ça se joue surtout dans les coulisses. Ce que vous voyez n'est que le côté court. Mais il y a plein de choses qui se font au côté jardin. Et justement, au côté jardin, il y a un certain nombre de groupes. Moi, cette chose-là n'est pas venu là non plus par hasard. N'est pas venu là par hasard. À partir du moment où on a tenté d'un côté, que ça n'a pas mordu, en même temps, on a trouvé. Et depuis qu'il est là en place, de mardi à dimanche, à samedi en tout cas, il a montré qu'il était nettement à la hauteur et il a su mettre Mathieu Kérékou en confiance. N'oubliez pas que le régime, même si certains classiques de l'époque tentaient de se donner encore quelques soulagements qu'ils hésitaient encore, le régime ne tenait qu'à Mathieu Kérékou seul. À partir du moment où, comme on vous l'a dit, la constitution n'était plus opérationnelle, il n'y avait que le gouvernement, donc autour de son chef. Un gouvernement dont la nomination a été inspirée par le chef d'État, la nomination des membres, mais validée par le bureau politique, un bureau politique qui a disparu, un comité central qui a disparu, un parti qui a disparu, enfin, qui se résume désormais à quelques 15 représentants dans la salle, édentés, affaiblis, malheureux. Quelques courageux parmi eux
ont tenté les derniers sursauts, mais la cause était vouée à l'échec. Avant de revenir au débat, peut-être même de suivre une déclaration qui concerne cette question de souveraineté, vous avez dit que la conférence a failli être interrompue par qui? Pas Mathieu Kérékou, et pas Batoko a rencontré, le président Batoko l'a rencontré. Attention, ou même il a dit. Vous n'avez pas suivi, le président Batoko a dit clairement qu'il a consulté les anciens chefs d'État, et il a décidé donc de mettre fin. Et lui, il a dit, je ne mettrai pas fin. Je ne peux pas arrêter. C'est-à-dire parti, c'est-à-dire trop parti. C'est dans le témoignage du président Batoko. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir ce témoignage déjà il y a 10 ans. Dans le cadre d'un travail personnel que j'avais fait sur la conférence nationale. J'ai eu la chance d'écouter le président Batoko. Comme j'ai eu la chance d'écouter beaucoup d'autres participants, il y en a qui sont décédés paix à leurs âmes, et il y en a qui vivent encore. Donc, Mathieu Kérékou a été tenté d'arrêter. Parce que, n'oubliez pas, il avait aussi la pression. Ce qui se disait n'était pas totalement acceptable. Surtout quand vous avez encore tout le pouvoir. Parce que quand vous avez l'administration, même si la plupart vous avez lâché, vous avez quand même encore le droit de collecter quelques impôts, vous avez encore l'administration en main, vous avez l'armée, et ses dérivés, enfin, les forces extra paramilitaires. Quand vous avez ça en main, vous ne pouvez pas dire, même s'il y a eu des tentatives de coup d'État, l'armée est restée fidèle à la République, et la déclaration du colonel Denidje a montré clairement que l'armée est patriotique, comme d'habitude d'ailleurs. Donc, vu ainsi, il n'y a que Mathieu Kérékou pour mettre fin. Il n'y a que sa décision. Mais il joue. Et Mathieu, on aura l'occasion peut-être de parler de Kérékou. Et je pense que la nation doit étudier Mathieu Kérékou. L'étudier. Le pays de la nation doit l'étudier. Le citoyen béninois doit étudier ces anciens présidents de la République. Je pense que même les autres, déjà au collège, et à l'école primaire, nous, à l'école nouvelle, on a étudié les anciens présidents de la République. On a étudié l'histoire du Dahomey au Bénin, déjà. Mais aujourd'hui, il faut qu'on globalise toute l'histoire. C'est important. Un peuple ne peut pas vivre sans cette histoire. Et le rôle, Mathieu Kérékou, c'est un homme avec ses faiblesses, avec ses failles, avec ses tares, comme nous tous. Nous sommes nés avec, nous mourrons avec. On va changer quelques-unes, mais on grandira, on mourra avec, il n'y a pas de souci. L'essentiel c'est d'avoir conscience qu'on a des tares et de les améliorer. Et c'est ce que Mathieu Kérékou a fait. Je vous le dis, un bon chef militaire, il évalue au fur et à mesure la situation. Et le fait que le truc soit retransmis en direct ne lui faisait pas si mal que ça. Ça lui permet d'avoir de suivre en temps réel la conférence. Et de préparer ça a créé une ambiance dans le peuple qui, à un moment donné, il a cédé presque à la pression des autres. Notamment qu'une partie de sa garde était prête à l'assaut. Donc, je ne vais pas citer des noms, mais ils étaient prêts. À passer à l'action. Et on a écouté le soldat qui disait, nous on est prêts. Il suffit que le général donne les ordres, et nous on est prêts à agir parce qu'on ne veut pas qu'on s'attaque à notre président. Effectivement, il y a plein de personnes qui se reconnaissaient toujours dans ce courage présidentiel, dans cette qui n'ont pas oublié 72, le rêve, qui n'ont pas oublié 75, qui n'ont pas oublié la bravoure de 77, où quand même le régime a mis fin à faire lamentablement échouer un coup d'État, venu de téléguidé de l'extérieur, et pas des moindres, le redoutant Bob Denard. Donc, il y en a qui n'ont pas oublié ça, et qui regardaient encore Mathieu Kérékou comme un homme courageux, un chef d'équipe, un leader dont l'État avait besoin. Donc, il en avait encore en termes de soutien. Il avait l'armée, il avait l'administration, même si elle était diminuée. Quand c'est comme ça, on ne peut pas dire que vous êtes relâché, vous êtes lâché. Il avait encore ce que les conférenciers, eux, n'avaient pas. Et quand Kras Bouratier, dans le débat de coup d'État, de troupes devaient venir de la Libye, quand il lui a demandé de regarder cette salle, la salle de conférence, qu'elle n'avait que 3 portes, et qu'on n'avait pas besoin de troupes extérieures, ils ont compris que, et oui, il suffit d'un ordre pour que tout soit fait. Voilà. Quand vous mettez ça ensemble, il faut vous rendre compte simplement que, oui, il a été tenté à un moment donné. Oui, mon chef de a joué un rôle, mais
Batoko, le fait que la conférence soit retransmise en direct a constitué une pression contre sa volonté. Contre des velléités de me dire mettre fin radicalement. Mais il aurait pu le faire. Et légitimement comme légalement, bon, légitimement, on peut encore douter. Mais légalement, oui. Parce que de fait, il était une autorité en place. En tout cas, il a prêté serment en tant que chef d'État. Il ne peut pas quitter la tête de l'État sans remettre le pouvoir à un chef d'État légalement en place et à qui il remet le pouvoir. Donc, dans le cas d'espèce, même si toutes les institutions disparaissaient, Mathieu Kérékou se maintenait en place et était détenteur de pouvoir politique, de pouvoir légitime, de pouvoir constitutionnel. Il en avait. On peut pérorer là-dessus, on peut dialoguer là-dessus, on peut disserter là-dessus, mais on ne peut jamais effacer, on peut renier à Mathieu Kérékou la légitimité de fait ou de droit, en tout cas, il en avait. Donc, au moins, lui, sa voix était une voix qui comptait. Et s'il avait mis fin, c'est lui qui a convoqué par décision, et non pas référendum, et non pas pétition. Il a convoqué la conférence par décision. Il pourrait y mettre fin. Pour concordance de forme, il n'y a pas de souci. Il réunit les mêmes organes de pouvoir de la Constitution qui disent nous reprenons la plénitude de nos pouvoirs. On retourne dans la Constitution du 26 août. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients. Non. Tous les scénarios étaient possibles. Donc c'est pour vous dire, oui, c'était le grand virage était là. 24-25 février. Alors, et donc, oui. Ce matin-là, quand, bien évidemment, de façon imprévue, cette plénière spéciale est convoquée, bien évidemment que c'est un coup de force pour amoindrir ces preuves que, quand même, le pouvoir était quand même encore, on va dire, puissant. C'est pour rééquilibrer? Non, il ne peut rien équilibrer. Je vous ai dit que Mathieu Kérékou, jusqu'à la fin de la conférence, la preuve, c'est lui qui est venu conclure. Il était détenteur d'un pouvoir que personne ne peut lui dénier. Même pas la conférence nationale. Même pas la conférence nationale. Je vous ai dit, c'est lui qui a convoqué la conférence nationale. Même si la constitution n'était plus opérante, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de révolution. Et on n'avait pas un système de pétition. Donc, c'est le système lui-même qui s'est mis à l'écart en laissant le pouvoir à son chef de convoquer la conférence. La conférence est convoquée sur décision, même sur décret. Donc, de la volonté de lui. Si les gens ne croyaient pas en sa volonté, ne croyaient pas en lui, il n'allait pas déroger. Il n'allait pas se présenter. En se présentant, ils ont répondu présent à son appel. Ils ne peuvent pas lui marcher dessus là. Ce n'est pas possible. C'est un push. Je serais un push. Je fus presque un push. Voilà. Donc, tout devait se faire avec son aval. Tout devait se faire avec son avis. Tout devait se faire avec son consentement. Sauf que ce matin-là... Non, il n'y a pas de sauf que. Je vous ai dit que tout ne se passe pas. Tout ne se passait pas à Pierre-les-Malédios. Il y avait des avant-gardistes. Il y avait des éclaireurs. Il y avait des temporisateurs. Il y avait des colombes. Et au-delà de Monseigneur de Souza, il y avait quand même autour du système Mathieu Kérékou des gens qui lui parlaient aussi. Il y avait que Mathieu Kérékou même n'était pas un têtu comme on le pensait. C'est un homme éclairé qui sait lire l'histoire. C'est un chef de guerre qui sait lire la situation. C'est un militaire qui sait conduire sa troupe. Et quand vous dites ça, vous comprenez que lui n'était pas que dans ce qu'on lui dit de faire. Il analysait, il interrogeait, il écoutait et il avait les oreilles attentives de Monseigneur. Donc, non, cette souveraineté n'a pas été proclamée sans son avis. Enfin, sans qu'il en ait été informé. Mais on ne va pas mettre la chaleur avant le beurre. Je pense qu'il est important d'abord de laisser à nos téléspectateurs de suivre une séquence de débats et la lecture donc de cette déclaration. Peut-être, je ne sais pas, la régie va nous dire qu'est-ce qui va passer. C'est le débat. On va d'abord suivre la déclaration. C'est la déclaration. Donc, on va suivre la déclaration. On était au dimanche 25 février 1990. On était autour de 10h-11h. Déclaration sur les objectifs
et les compétences de la conférence des forces vives de la nation. Considérant la grave crise économique, sociale, culturelle et politique qui paralyse le Bénin depuis plusieurs mois, considérant la perte totale de crédit et de légitimité du Parti de la Révolution populaire, du régime du Parti de la Révolution populaire du Bénin devant le peuple béninois, considérant que les décisions issues de la session conjointe du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin, du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national des 6 et 7 décembre 1989 ont donné à cette crise une dimension institutionnelle aiguë en rendant caduque la loi fondamentale et illégitime l'ensemble des structures édifiées par le Parti de la Révolution populaire du Bénin pour la direction de l'État, considérant la décision de convoquer, une conférence nationale des forces vives procède objectivement de l'incapacité des structures en place à trouver à la crise multidimensionnelle nationale des solutions véritables par ses propres moyens et ressources, considérant que le système politique et constitutionnel actuel ne prévoit aucun mécanisme ni aucune procédure pour assurer l'alternance au pouvoir, considérant les aspirations manifestes du peuple béninois à la paix et sa volonté de résoudre réellement la crise actuelle par des voies pacifiques, c'est-à-dire sans recours inutile à la violence, considérant les dispositions pertinentes contenues dans l'allocution d'ouverture de la conférence prononcée par Monsieur le Président de la République le lundi 19 février 1990 et les informations qu'il a bien voulu apporter à la conférence le mercredi 21 février 1990, considérant la représentation en son sein de toutes les institutions centrales de l'État et la qualité de membre de droit reconnue à Monsieur le Président de la République, la conférence nationale des forces vives réunie à l'hôtel PLM Alejo à Cotonou, premièrement, affirme sa détermination d'arrêter les mesures propres à dénouer la crise actuelle par des voies pacifiques et sa volonté d'instaurer la démocratie et le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales
et de promouvoir le progrès économique et social. Deuxièmement, décide de mettre en place un organisme national approprié pour le suivi de l'exécution des résultats de ces travaux. Troisièmement, décide qu'elle adoptera une charte d'union nationale qui servira de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution par une commission qu'elle mettra elle-même en place et qui travaillera en toute indépendance vis-à-vis des structures de l'État. Quatrièmement, décide que le texte du projet de constitution ainsi rédigé sera soumis au référendum sous le contrôle de l'organisme national de suivi. Cinquièmement, décide que l'organisme national de suivi est habilité à contrôler le processus de transition et la mise en place des institutions de la prochaine République. 6. Proclame solennellement sa souveraineté et la force exécutoire de ses décisions. Étant donné que nous avons rejeté la motion de suspension, d'ajournement des débats, cela veut dire que le texte peut désormais être considéré comme adopté par consensus. Mes excuses de n'avoir pas, pour n'avoir pas tiré cette conclusion pour que ce soit porté à la connaissance de tout le monde avant de lire la communication faite par les anciens présidents, que nous allons donner le texte que nous avons apprécié. Et vu la gravité de ce qui est dit dedans, il nous a semblé que c'était normal de porter cela à votre connaissance. Si nous avons mal fait, nous nous en excusons. Mais si nous avons bien fait, notre conscience est tranquille. Nous avons donné la parole au président Hubert Maga, c'est parce que c'est la suite, c'était le communiqué pour la communication qui continuait. Je ne veux pas qu'on nous
prenions prétexte de cela pour m'accuser d'avoir porté entorse au règlement intérieur. J'espère que vous avez compris. Merci. On l'a suivi avec Timothée Adalin. La conférence a pris pratiquement ses responsabilités pour se proclamer, on va dire, souveraine, cette conférence-là, et bien évidemment imposer l'exécution de ses décisions. Comment analyser cela, surtout quand on est dans la tête du général Mathieu Kékou et de son appareil? Écoutez, vous dites que la conférence a pris ses responsabilités. Bon, c'est discutable. Est-ce que c'était ses responsabilités? Le décret qu'il a convoqué, qui a signé, qui a été finalement signé le 23 février, ne lui a pas demandé la conférence. En fait, ce qui s'est passé ce dimanche, c'est un coup de force. Des délégués. Des délégués. De la conférence. C'est un coup de force. L'occasion, l'environnement leur était propice, l'occasion leur était favorable, les ingrédients étaient prêts, étaient en place. Il y avait une sorte de rapport de force, de positionnement entre les partisans d'une continuation du système un peu rafistolé et ceux qui voulaient qu'on en finisse totalement et radicalement. N'oubliez pas que ceux-là étaient tapis dans l'ombre où se manifestaient depuis 1914-1975 et que c'est pour eux une occasion rêvée de prendre leur revanche avec le système. Ils ont tellement attendu. Ils ont tellement manœuvré, ils ont tellement activé, ils ont tellement agi que le moment était tellement propice pour eux, était nettement propice pour eux pour pouvoir prendre leur revanche. Aussi, on ne peut pas tout mettre sur le coup de la revanche. Il y avait effectivement des questions sérieuses, pertinentes. Tout à fait. C'était que il fallait bien trancher ce débat. Il fallait bien trancher. Pour évoluer et comme je vous l'ai dit, du fait même que le régime est lâché du lest, en se mettant en dehors désormais du jeu politique et en laissant la main à Mathieu Kékou, du fait de charger cette commission alors qu'on aurait dû en faire une constituante. Si le régime en avait fait une constituante, elle aurait juste, la Congrès nationale, elle aurait eu pour mission d'élaborer la nouvelle constitution. Elle aurait été moins nombreuse. Mais le régime en a voulu un large débat national. Et 500 personnes, si la salle pourrait contenir 1000, on aurait 1000 personnes. Donc, 500 personnes. Alors, à partir de ce moment-là, le risque que les gens se transforment en état généraux de la nation était fort. Ensuite, du fait même que la Constitution ne soit plus opérationnelle, ils ont dit dans la déclaration que ça rendait illégitime. Non, c'est pas vrai. La légitimité n'est pas par élection. Les élections ont eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc il y avait une légitimité en place. Alors quand l'autorité légitime se dessaisit, se démet de ses prérogatives, c'est pas lui qui se rend, c'est pas qui le rend illégitime. Il peut dire je me démets et le peuple va dire je te garde. Donc la légitimité n'était pas réellement, si on s'en tient au système en place, à cette loi et règlement et aux élections que nous venons d'avoir, notamment en juin 1989. Donc, cette déclaration parlant de légitimité, que rend illégitime ces institutions, ce n'est pas vrai. C'est pas un vrai débat. Non, c'est faux. C'est pas bon de dire ça. Donc, mais ça fait partie des éléments de mutation. Il fallait agir dans l'esprit. Il fallait montrer et ça rendre dans la ligne de ce qui a été dit depuis lundi. Non, ils sont illégitimes. Non, ils ne représentent plus le peuple. Non, ils ne peuvent plus continuer à rester. Il y en a qui les croient illégitimes depuis le début. Il y en a qui estiment qu'ils sont illégitimes depuis 1914. Dans ces rapports de force, il fallait... Donc, là maintenant, il fallait achever le coup de grâce. Achever par le coup de grâce. Et c'est ça qu'ils ont fait. Donc, ils ont proclamé en fin de compte leur souveraineté et la force exécutoire de la décision. Dès lors, on quitte alors le cadre de la convocation faite par le décret.
On n'est plus dans les On n'est limites. plus dans les... on n'est plus dans les limites. Ils ont récupéré des aspects du discours du chef de l'État, mais ils se sont donné plus. Donc, ils se sont dessaisis du pouvoir politique. C'est un coup de force. Enfin, ce qu'on appelle le push. Ce qu'on appelle un coup d'État, push ou coup de force, c'est pas plus que ça. Dans ce coup d'État civil-là, il y a quand même qu'on a ménagé, peut-être pas souci de rassurer le chef de l'État, on l'a ménagé. Comment pourrait-il faire autrement? Je vous l'ai dit, il détient l'armée, il a la force, il a l'administration, il a les finances. Quoi qu'on peut dire, quoi qu'on puisse en dire, quoi qu'on peut dire de lui, même de l'état de déliquescence de nos finances et de notre administration de l'époque, je vous ai dit, n'oubliez pas que les gens allaient au travail jusqu'à ce que c'était été vitriolé par les comités d'action, par les groupes communistes. Donc, faut pas penser que tout le monde était bloqué totalement. Si les salaires étaient régulièrement payés, le régime se maintiendrait, comme beaucoup d'autres régimes. Et on aurait fait sa mutation parce que, vous savez, l'appareil politique, ce n'est pas des incantations, ce n'est pas non plus un coup de baguette magique, on le fait partir. Et quand, ici on n'est même pas dans le cadre d'un appareil, on est dans le cadre d'un système. Donc, son départ il ne s'agit pas d'avoir quelques difficultés dehors pour que ça disparaisse. Pour que ça disparaisse. Ça ne pourrait plus continuer à exister en l'état, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, la géopolitique internationale et régionale ne cédaient plus à cela. Mais tous les autres ont fait leur mutation tranquille. En réalité, la banqueroute ajoutée à cette situation a précipité la fin du système. Donc, on ne pouvait pas ne pas ménager Kérékou. Si on le ménageait pas, on dit qu'il la quitte, alors, les trois portes de la conférence, c'est pas évident qu'elles restent gardées. Non, c'est vrai. C'est pas évident. C'est pas évident parce que je pense qu'il y en a qui vont désobéir à Mathieu Kérékou. En termes, au niveau des les vérités ne manquaient d'ailleurs. Exactement, parce que les gens estimaient que bon, puisque les conférences ont fait un coup d'état civil, nous-mêmes, on donne la possibilité à d'autres types de coups d'état. D'en faire d'autres. Donc, quand on dit on a ménagé Mathieu Kérékou, non, on l'a pas. Il était incontournable dans ce jeu-là, en ce moment-là. Il fallait le ménager, le manager et le faire adhérer à la nouvelle donne. Et c'est la mission qu'on va confier désormais à M. de Sousa. C'est la mission qu'il s'évertuera à mener et, on peut le dire, à mener avec beaucoup de succès. C'est peut-être ça qui a sauvé. Alors quand les gens parlent de consensus, là, il n'y a pas de consensus. Même si... Il y a un coup de force. Même si Monseigneur aussi évoque le thème consensus. C'est pas un consensus, ça. C'est pas ça un consensus. Une fois on va écouter le débat tout à l'heure. On va écouter le débat. Non, tout le monde ne s'est pas entendu là-dessus. La preuve, il a parlé de la motion qui a été rejetée. La motion de renvoi ou bien de suspension des débats. Mais cette motion a été faite par Simon Ifede Oguma, qui était l'un des classiques du système de l'époque. Elle est rejetée pas parce qu'elle n'était pas fondée. Elle n'a même pas été étudiée. C'est-à-dire que lorsque cette déclaration a été lue par Dalin, Ifede Oguma a demandé la parole. Et a marqué sa surprise qu'on ait ramené ce sujet alors qu'on devrait être en plénière et a demandé une suspension des travaux. Le président du présidium s'est opposé. Oguma s'est appuyé sur le règlement intérieur. En fait, lorsque les gens ont, après la lecture, ont chanté l'hymne national, le président a cru qu'il pouvait constater que cette texte est adopté. Il n'a pas conclu. Il est passé à la déclaration des chefs d'État qui ont parlé de tout d'été et autres. Et puis, c'est là que Oguma demande la parole. Pour s'étonner et demander la suspension des travaux. Moi, je dit, le débat n'existe, le débat est terminé, il dit non, il insiste, et il sort le règlement intérieur. Moi, c'est un peu confus,
Pris de court. Pris de court. Il dit, je me rappelle cette pensée. Bon, d'accord, monsieur Gouma, d'accord. Non, asseyez-vous, je vais appliquer le règlement intérieur. Et c'est là qu'il demande qui sont ceux qui sont pour la motion, la suspension. Est-ce que vous êtes d'accord pour que... Elle dit non. Elle dit non, là. Est-ce qu'on peut considérer que ce texte comme... que c'est le non, là, de Gouma, et par rapport à la suspension, que les gens se sont levés, ont commencé à chanter l'hymne national. Et donc, l'autre a compris, on l'a déjà fait à soi, on lui a déjà dit qu'il n'y a plus de suspension. Et donc, monseigneur revient pour dire, est-ce qu'on peut considérer que ce texte est adopté par l'État? Et c'est là que les gens ont applaudi ce qu'on a vu. Donc, il y a eu cette séquence de face à face entre le président et le Simon Gouma Ifede, Simon Ifede Gouma. Je pense, c'est la séquence, c'est l'une des séquences, c'est dommage on ne l'a pas eu dans les images, mais c'est l'une des séquences les plus dramatiques de la conférence nationale. Les plus vraies. Les plus dramatiques. Et c'est la séquence de passage de témoins entre le PPB et la nouvelle donne politique. C'est le symbole de... C'était le moment. Parce que Simon Ifede Gouma mis dans les cordes, c'est un peu comme il a reçu un uppercut, comme on le dit en boxe. Uppercut ou bien KO, il était encore dans les cordes. Et une fois dans les cordes, l'hymne national chantant, on est passé à autre chose. Donc, cette masse le problème, c'est que même des gens du PPB ont chanté l'hymne national, ils se sont levés. Ils étaient globalement 40 au niveau de l'appareil. Il y avait il ne restait qu'une dizaine. Est-ce que ça ne symbolisait pas le consensus? Non. Je vous l'ai dit, il y en a qui ne sont pas venus à la conférence nationale. Ils n'ont pas dit, dès le lendemain, qu'ils ont adhéré à la nouvelle donne. On n'est pas allé à leur écoute. On ne les a pas associés aux organes de gestion. Le décret qui a convoqué n'a pas dit qu'ils devaient faire ça. Ils se sont opportunément changés. Je ne les critique pas, j'analyse. Ils se sont opportunément transformés en constituante. Alors que Mathieu Kérékou, l'État général, alors que Mathieu Kérékou lui a dit, ce n'était pas nécessaire. Donc, ils n'ont pas voulu l'écouter. Vous ne voulez pas que Mathieu Kérékou soit content. Donc, ce n'est pas parce que Monseigneur a pu rallier, ou bien certains ont pu rallier Mathieu Kérékou à cette cause, et qu'on ait continué les travaux, qu'il y ait consensus. La preuve, tout le monde avait peur, jusqu'à ce que Kérékou a dit, je prends l'engagement de... Alors, si on a eu peur, c'est qu'il n'y a pas eu de consensus. C'est qu'on savait que ce n'est pas le discours de clôture qu'on appelle consensus. Donc, il faut qu'on ouvre le débat. C'est quoi le consensus de février 90? Il faut qu'on ouvre le débat. Le débat sera fait, même ici d'ailleurs. Donc, je dis, comme ce n'est pas un débat fermé, et d'autres contributions peuvent arriver, mais pour moi, à partir du moment où la conférence s'est détachée de la mission qu'on lui a confiée, elle s'est donné de nouvelles missions. C'est son droit. Comme je vous l'ai dit, ça se jouait en rapport de force. Donc, et le vent lui était favorable. Donc, à partir de ce moment-là, il ne faut pas qu'on force encore en parlant de consensus. Il n'y en avait pas. Le seul consensus qu'il y avait, c'est qu'il fallait trouver un palliatif à la situation du moment pour parer à la crise. Ça, on peut dire, c'est réglé. Essentiel. Non, c'est pas consensus, c'est réglé. C'était là qui peut le plus, peut le moins. Si les gens pouvaient se transformer en état généraux, ils pourraient moins apporter des réponses. Et ils ont apporté ces réponses, mais en s'auto-missionnant. Donc, pas en écoutant les recommandations des discours de vertu, ni les clarifications de Mathieu Kérékou. Ils ont pris Mathieu Kérékou au mot, et ils ont ajouté des leurs. Donc, pour moi, c'est pas ça le contenu. On va faire le débat. On peut le dire 30 ans après. 30 ans après. Parce que nous avons amorcé. Moi, depuis 10 ans, comme je vous ai dit, avec tout le travail que j'avais à faire d'écoute, ayant suivi personnellement la conférence, je me suis dit, résolu. Parce qu'il y avait un certain nombre de choses à clarifier. Vous savez, les malentendus qui ont
qui sont sortis de cette conférence, qu'on a vu aussitôt dès qu'il fallait mettre en œuvre les nouvelles, ça a montré les limites. Ça a montré que, à partir du moment où on a isolé Mathieu Kérékou, où on pense que lui, il est déjà fini, donc le système totalement rasé. On a verrouillé les anciens chefs d'État. Maintenant, il fallait verrouiller les anciens chefs d'État. Dans la Constitution, on a mis la limite d'âge. Vous allez voir comment le jeu, une fois la conférence terminée, les gens ont commencé par se régler même leur propre compte à l'époque. Vous allez voir ça. Donc, il n'y avait pas consensus. Il y avait un groupe qui a gagné. Et un autre qui a gardé le silence. Il y a d'autres qui estimaient que c'est ce qu'il fallait pour le pays. Il y en a qui pensaient prendre leur revanche et qui ont pu réussir à le faire. Et il y en a qui estimaient que de toute façon le régime a fait son temps et qu'il fallait changer. Il y en a qui estimaient que la nouvelle donnée internationale nous obligeait à mettre le régime de côté. Donc il y avait beaucoup de choses. Et il y avait ceux qui étaient, on préférait garder le silence parce qu'ils n'étaient plus en position de force. Ils n'étaient pas contents et ils n'étaient pas d'accord pour tirer contre ceci. Voilà, ça, le débat va se poursuivre. D'ailleurs, quand on va tirer les conclusions à la fin. Il faut écouter d'ailleurs quelques déclarations quand il dit que de consensus. Écoutez un peu, on va voir, c'est un mélange, on va écouter et puis on suit donc, on revient. Une trentaine de minutes. Notamment reprenez par grâce
faire des propositions et exiger que ces propositions soient prises en compte par les instances dirigeantes du pays. Et si nous mettons en place un comité de suivi avec des résolutions de la conférence, il n'y a pas de doute que le changement tant désiré dans notre pays se réalise. Croyez-moi, Monsieur le Président, en ce qui concerne l'ANR, personne n'est contre le changement. Comme me laisse parler, l'Assemblée est encore légale. Sur la politique, donc pour éviter de tels errements, faisons en sorte que tout le monde parle, faisons en sorte que tout le monde participe et qu'on aboutisse à un vrai renouveau, qui ne soit pas un renouveau de l'exclusion des uns par les autres. Voilà ce que je voulais proposer. On peut dire plus. Faisons en sorte que de toute façon, parti unique ou multipartisme, qu'en tout état de cause, chaque Béninois se situe quelque part et puisse faire prévaloir ses points de vue sans être inquiété. Je n'aime pas l'anarchie et je n'aime pas le désordre. Ça, c'est réel. Et je n'aime pas l'injustice. Je suis prêt personnellement à défendre les gens jusqu'au bout. Face à l'injustice, je ne l'aime pas. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas dire que c'est fasciste, c'est ceci et cela. Non. Mais les gens que j'applaudissais à l'époque, ils n'avaient pas l'accord de cour. Ils n'avaient pas l'accord de cour. C'était un concept nouveau. Nous avons fait la période et c'est normal. Les peuples aiment ce qui est facile. À l'époque, les communautés florissantes. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. Ces menus se retournent contre nous. On raconte n'importe quoi sur nous. Donc ça, on doit pouvoir le comprendre. Tout à l'heure, un délégué, un cadre, un haut cadre, qui a occupé des fonctions internationales, disait qu'à l'époque, on mettait des gens dans des taureaux avec des tessons de bouteilles. On a fermé le taureau, il roulait. Et l'homme en hurlant provoque un comportement vis-à-vis des autres prisonniers qui se mettent à parler. J'ai été mis de l'intérieur pendant 5 ans. À aucun moment, on a appliqué cela. Pourquoi il a dit? Pour intoxiquer le peuple? Pour obtenir quoi? Il vaut mieux qu'on soit franc quand on a de fait. Parce qu'il ne peut jamais me citer le nom de quelqu'un qui a subi ce châtiment-là. C'est du mensonge. En raison de l'ambiance que nous avons connue toute la journée d'hier, et particulièrement hier soir dans cette salle, sur la question de la caducité ou non des institutions en place, j'ai dit que je ne voudrais pas que ce soit la télévision qui serve d'éléments catalyseurs et d'étincelles pour encore créer des problèmes au sein de la conférence qui en a déjà suffisamment. Parce que c'est contestable, cela peut être contesté et il vaut mieux ne pas se mettre dans une telle situation. Si après la conférence on décidait de mettre en place une assemblée constituante, il va sans dire que cette assemblée, le texte qui va organiser cette assemblée, indiquera clairement que l'assemblée constituante est souveraine pour pouvoir faire des propositions bien précises. Mais dans le cas d'espèce, cela semble beaucoup plus être une usurpation de la souveraineté. C'est notre point de vue sur cette question précise. Elle est très tôt de le dire. Mais il est du droit de la conférence. Il est du droit de la conférence, au cours de ces travaux, de manifester clairement dans un document, si elle estime nécessaire, cette préoccupation de voir ces dossiers clairement exploités. Mais on peut obtenir ce résultat sans nécessairement se programmer souverain. Et l'ampleur des problèmes tels qu'ils se posent aujourd'hui est telle que personne ne méconnaît la gravité des problèmes qui se posent à nous. Et il est certain que l'essentiel des travaux objectifs et réalistes qui devraient être proposés devraient être pris en compte. On n'a pas convoqué les gens pour rien. On a convoqué quand même pour tenir compte de l'ensemble des suggestions. Donc un peu plus de confiance sera nécessaire. Il faut que les délégués fassent confiance au système en place, car quoi qu'on dise, le Conseil exécutif national continue de prendre des décisions qui sont des décisions légalement valables, l'Assemblée nationale révolutionnaire continue de prendre des décisions et même fait des ratifications, et dans le même temps, on traîne toutes ces institutions par terre dans la boue, on ne veut leur reconnaître aucune souveraineté, alors qu'il y a des actes aussi bien nationaux qui sont valables qu'internationaux qui sont posés. Nous ne sommes pas dans une vacance de pouvoir. Et l'intention des uns et des autres de faire en sorte que les institutions nouvelles se mettent rapidement en place, mais nous ne sommes pas dans une période de vacances de pouvoir. Est-ce que c'est un coup d'état civil ou c'est quoi? Sur l'échelle de l'État, on ne peut l'apprécier par rapport au rapport qui est spontanément proposé de venir à la conférence. Et par rapport à
sa venue effective. Qu'il ait proposé est une bonne chose. Et tout le monde a constaté dans la salle à sa venue que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a pu lever le doute sur certains points. Je veux dire par là que depuis le début de la conférence et bien avant la conférence, nous nous sommes tous posé la question de savoir quelle valeur juridique donner aux résultats de la conférence. Et le peuple, qui n'est peut-être pas juriste, et qui a vu quand même qu'en 1979, il y a déjà eu la conférence dite des cadres, dont les résultats ont été mis sous tiroir, comme on le dit, s'inquiétaient déjà de ce qu'on ferait les résultats de cette conférence nationale. Mais aujourd'hui, à entendre le chef de l'État, moi personnellement, je peux vous dire que je suis apaisé en partie. Pas partie seulement. En partie. Juridiquement, il ne pouvait pas faire autrement. Et sur ce point juridique, je vais vous donner le détail, la précision sur ma pensée. Les 7 et 6 décembre, le chef de l'État a fait une déclaration au nom de l'ANR, du bureau politique, du comité central, enfin au nom de toutes les structures qui gouvernent le pays. Et cette déclaration, c'est pour renoncer à notre option marxiste-léniniste. Et comme je l'ai déjà dit une fois, en reprenant la loi fondamentale, vous verrez que cette option est l'armature même de ce qui est notre constitution actuelle. L'article 154 de cette loi fondamentale dit que pour que cette loi soit révisée, que ce soit l'ANR seulement qui puisse la réviser. Et qu'en aucune façon d'ailleurs, l'ANR ne peut se prononcer sur l'option. Donc, nous voici aujourd'hui, à partir du 7 décembre, nous nous sommes retrouvés dans un État qui a une constitution schématique. L'armature s'étant écoulée, nous n'avions presque pas de constitution. Donc, il fallait nécessairement la remplacer. Et vous avez vu que ce matin, le chef de l'État, dans sa déclaration, était pour qu'on mette une commission composée de conférenciers et que cette commission établisse un projet de constitution qui lui sera soumis et sera soumis plus tard à l'approbation du peuple. J'ai toujours dit que la conférence ici présente n'a pas de statut juridique, n'a pas été décidée ou déclenchée par un texte de loi. Cette conférence décidée par le chef de l'État seul ou par les structures de l'État peut être considérée comme une assemblée, une réunion où on devait nous consulter. Nos résultats devaient être de simples recommandations, de simples décisions qui n'avaient pas de force exécutoire. Et je crois que c'est ça qui a amené les délégués ici présents à exiger qu'une commission aille le voir pour savoir quel est le statut juridique des résultats des travaux de la conférence. D'accord. La commission qui va sortir qui va pour le rôle de constitution, pensez-vous que cette commission aura une force exécutoire par rapport à ce que le président dit ce matin? Cette commission n'a peut-être pas de force exécutoire parce que nous nous retrouvons ici devant de simples promesses du chef de l'État. Et pour ce qu'on passe des promesses de l'homme politique, vous le savez. On peut se retrouver comme en 1979. Comme on peut ne pas se retrouver aussi comme en 1979, tout dépend de sa bonne foi. Et c'est pour ça que moi j'estime qu'il va falloir mettre le corps chef de l'État à l'épreuve. Qu'il commence déjà à prouver sa bonne foi. Comment? Et nous allons certainement lui demander tout à l'heure dans les travaux qu'il constitue pour remettre le peuple en confiance au gouvernement provisoire dernièrement. Parce que le transitoire dont nous parlons parle de cet instant même. Et la dalle est dans le camp des conférenciers, mais je ne vous cache pas que la dalle est aussi dans le camp du régime. La dalle est dans le camp des conférenciers parce qu'eux, ils sont prêts à travailler avec vraiment sur pied un projet de constitution. Mais rien ne nous prouve que tout ce qu'on nous a connu ce matin sera exécuté.
Nous sommes approchés des promesses. S'il y avait un test juridique, nous partirons calmés, confiants du fait que toutes les décisions seront exécutées. Sur le plan formel, le chef de l'État est encore là. La loi fondamentale est encore là. Les institutions politiques sont encore là. Mais quelle valeur juridique voulez-vous donner à un test pris dans les conditions actuelles? Nous l'avons suivi, hein. C'est vrai que la proclamation de la légitimité a été faite. C'est vrai aussi que la souveraineté a été faite, mais les questions sont toujours ouvertes, les débats et même les inquiétudes ont toujours cours. On l'a suivi. Comment résumer tout ça? Non, il faut rassurer. C'est pas dans le temps. Il y a, par exemple, Maître Harold quelqu'un intervenait déjà le mercredi 21, à quelques heures après l'arrivée du chef d'État et cette choses. Ouais, donc, elle posait le vrai problème en réalité. Et l'une des solutions, l'une des clés était peut-être que le président forma un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition. En même temps. En même temps. Là, du coup, on aurait dessaisi totalement. On aurait peut-être une charte ou bien former le gouvernement et lui demander. Parce que, comme je vous l'ai dit, la légitimité, la légalité du président Mathieu Kérékou ne posait pas de problème. C'est lui le garant de la continuité de l'État. Tant que l'autre n'a pas été désigné formellement, il ne peut pas quitter. Donc, vous voyez, lui, il n'y a pas de souci. Donc, on lui aurait demandé de former un gouvernement, mais il n'était pas prêt à aller. Il était, lui, Mathieu Kérékou, rationnel. On a convoqué la conférence nationale lors de la rencontre du 6 et 7 décembre où les membres du parti eux-mêmes ont mis de côté la constitution. Ils ont mis de côté. Donc on ne peut pas, au cours des travaux, de former un gouvernement national. Il faut que les travaux finissent par une charte d'union nationale. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est deux écoles qui se sont opposées, deux visions de la gouvernance, deux logiques. L'une a gagné, mais l'autre n'a pas totalement perdu puisqu'il avait encore la main. Alors donc, les différentes interventions qu'on a écoutées, ça et là, quand même sur la question de la souveraineté, vous avez dû comprendre que c'était un jeu de clan, un jeu de camp. Maître Harold Keké a su faire une synthèse très tôt. Elle fait partie des gens qui n'avaient pas vraiment de camp. Elle est venue, je ne sais pas dans quelle catégorie, mais elle avait, à l'époque, c'était l'une des juristes, c'était l'un des juristes qui arrivait à dire des choses qu'on analysait avec beaucoup de froideur. Et le professeur Olo, Maître Mbedji, Maître Robert Dessous, chacun parlait, peut-être avec un peu trop de passion. Voilà. De parti pris. Bon, le professeur Olo, je ne sais pas s'il était parti pris, mais je pense qu'il défendait la logique que la constitution n'étant plus opérationnelle, il y a un problème de vide, un truc comme ça. La question de savoir est-ce qu'il y a vide ou on peut considérer que même édenter la constitution de 11 décembre du 26 janvier, du 26 août 77 était toujours opérationnel, tout au moins là, formellement. Le débat donc se présente comme tel. Mais comment résumer on va dire, ce sujet-là et cette journée, bien évidemment, du 25 février? Non, on ne va pas dire de la journée demain, mais déjà, on peut dire, ce dimanche 25 février, il y a eu un push. Et si le 6 décembre, le 6-7 décembre, Mathieu Kérékou a réussi à mettre de côté l'appareil PRPB et à reprendre la main, comme au lendemain de son coup d'État de 72, on peut dire que le 25 février, les forces vives de la nation lui ont arraché une part. C'est-à-dire qu'il y a une part qu'ils détenaient. En réalité, ils ont totalement enterré le système du PRPB. Ils ont plus enterré le PRPB qu'en s'en prendre. Ils se l'approprient finalement. Ils ont enterré le système. Une fois le système enterré totalement, c'est-à-dire qu'après ce jour-là, je ne voyais plus le régime revenir pour dire non, nous reprenons. Sauf dans un anti-coup de force. Après ce jour-là, il y avait Kérékou et puis la conférence. Comme il était au début. Mais là, on peut supposer que le peuple pourrait renaître de ses cendres. Mais là, on lui a arraché la suite des décisions. Et puisque la suite des décisions lui est arrachée, et puisque lui-même avait dit le 7 décembre qu'il ne devient plus l'État, le parti a été envoyé paître, on peut le dire, dans les cordes, et le régime, Mathieu Kérékou, isolé à la tête de l'État,
le pouvoir réel a été arraché par la conférence. Mais le pouvoir de l'avenir, pas le pouvoir de l'instant. Non, le pouvoir de l'avenir. Or, c'est cet avenir qu'ils ont été invités à bâtir. Voilà. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est comment la suite va se passer. Comment la suite va se dérouler. Quelle suite Badio Keïkou donnera à cette souveraineté qui va en contradiction avec ses aspirations et ses explications. Comment les autres aussi membres de la conférence vont se comporter. Nous sommes le 25 février 1990. Il restait 3 jours de débat pour que beaucoup soit bouclé parce qu'il était dit par le comité préparatoire que la prorogation pourrait dépasser le 28. Donc, on était à 3-4 jours de la fin. Il y a eu encore quelques séquences interactives. À 3 jours, bien évidemment, de la fin, comment la conférence pourra dessiner ce futur dont elle a désormais la capacité de, on va dire, d'approprier les pleins pouvoirs. Les pleins pouvoirs. On verra comment est-ce que cela se fera et on verra aussi comment est-ce que Mathieu Keïkou pourra s'adapter au fur et à mesure du déroulement de la conférence et même bien après les conclusions. On aura le temps, bien évidemment, pas thématique, de les tirer. Merci beaucoup de poursuivre avec nous ce périple démarré depuis le lundi 17, bien évidemment, pour finir le vendredi 28, le vendredi prochain. On va tirer après les conclusions qui, un peu comme des ouvertures qui seront peut-être des questionnements également à l'attention donc de la classe politique, mais surtout des universitaires, des jeunes amis aujourd'hui, contrairement à 1990. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de jeunes qui embrassent des carrières et de recherche. Tout à fait. Donc des études au-delà donc du master. Donc il est à souhaiter que la jeune génération se réapproprie un peu ces ambiances de 90. Elle a cette chance de ne pas être impliquée. Exactement, elle a cette chance de ne pas avoir vécu. Donc, au regard des faits, au regard des déclarations, au regard de nos échanges, au regard de nos décryptages, moi je souhaiterais bien que la jeune classe, la nouvelle génération s'approprie pour nourrir la réflexion et nous sortir des gens. Donc, nous vous ambitionnons et vraiment interpeller la jeunesse sur ça. Parce que nous devons comprendre les choses. Nous devons analyser les situations, nous devons poser les cas pour que lorsque des situations analogues adviendraient, on soit en mesure d'apporter des réponses. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci aussi à vous pour cette confiance-là de toujours, surtout depuis lundi dernier. On se retrouve bien évidemment demain, mais avant demain, cette émission va se poursuivre bien évidemment avec Stan à moi. Stan à moi. Donc ça doit être la clôture. Nous avons conservé le temps des débats. Tout à fait. Et donc, demain, on se retrouve toute la journée, c'est la quinzaine, donc vous pourrez suivre des éléments que nous n'avons pas pu aborder ici et bien d'autres éléments plus importants. Et il y a le grand soir dans lequel le grand soir, éminemment, avec conférence, d'autres séquences liées à la conférence nationale. Merci beaucoup à vous. Bonne journée.